Voilà, c'est à toi. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour vous parler du projet Impresa et du premier retour d'expérience qu'on peut faire sur la mise en œuvre de l'approche méthodologique qu'on a développée dans le cadre de ce programme. Donc, c'est un programme qui s'appelle The Impact of Research on European Union Agriculture, parce que c'est un programme qui est financé, un programme cadre du FP7, qui est donc financé par la Commission européenne. Et donc, ce que je vais partager avec vous cet après-midi, j'ai essayé d'appliquer la méthode qu'on a développée au cas qu'on a pris pour piloter la méthode, qui est un cas sur le riz de Camargue. Donc, je reviendrai sur le choix du cas dans un deuxième temps. Donc, je tiens à remercier aussi les gens qui ont participé. Mathieu Stigler, qui maintenant fait son doctorat à l'université à Davis, Sylvain Quédeville, qui est ici dans la salle, Jean-Claude Mouret, Mathias Stolze, mon collègue du FIBEL, Jean-Claude Mouret qui nous a aidés sur le cas du riz de Camargue, et Clémentine Moreau qui nous a aidés sur la récolte de données, donc qui était aussi employée sur le travail de recherche. Donc ce programme Impresa, il réunit des partenaires de plusieurs pays de l'Union européenne. Il est piloté par Peter Midmore, qui est professeur d'économie agraire à l'université d'Aberystwyth. J'ai toujours du problème à prononcer. On a un partenaire français qui est le cabinet EuroQuality, basé à Paris. La FAO participe très activement au programme, notamment dans son aspect dialogue avec les parties prenantes. Donc le FIBEL en Suisse. IFLS est un institut de recherche qui est à l'université de Francfort, qui est un institut privé mais accolé à l'université à Francfort. On a deux universités italiennes à Bologne et à Pise. Le Joint Research Center, l'équipe est basée en Espagne, et une université agronomique en Bulgarie. Donc c'est des partenaires très différents. Il y a deux volets dans le programme. Un volet très quantitatif qui reprend des travaux quantitatifs qui ont été faits déjà depuis longtemps, notamment avec la méthodologie développée par Julian Alston, avec qui on travaille. Il n'est pas marqué sur les partenaires, mais il est très fortement impliqué dans le projet, qui vraiment reprend les aspects quantitatifs. Nous, là, la partie du programme dont je vais vous parler, c'est la partie qu'on a appelée qualitative. Donc notre pas de temps pour le programme, on a démarré en novembre 2013 et on va finir en octobre 2016, donc dans un an et demi. Donc la partie dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment l'étude de cas, on a appelé ça la partie qualitative, même si on a aussi une visée de réunir quelques données chiffrées quantitatives sur chaque cas, mais elle s'oppose au gros volet quantitatif où il travaille vraiment des bases de données sur les montants de la recherche au niveau européen. Donc on a une proposition de méthode pour les études de cas qui était assez complexe à développer parce qu'elle doit s'adapter à des innovations des secteurs agricoles et des contextes institutionnels de la recherche agronomique très différents dans 5 pays exactement de l'Union européenne. Par exemple, les Italiens ont choisi une des deux études de cas italiennes sur le biogaz. Et là, on a commencé à discuter des frontières de ce que c'est la recherche agronomique. Parce que le biogaz, est-ce que c'est vraiment de la recherche que nous, on pourrait considérer comme agronomique ou pas? En tout cas, en tant que Suisse, on ne va pas dire tout de suite la recherche sur le biogaz, c'est une recherche agronomique. Donc voilà, toutes ces discussions de frontières. Et on a des compétences et des connaissances très inégales parmi les chercheurs qui vont mener ces études de cas ou qui sont en train de mener, puisqu'on a commencé au mois de septembre déjà 2014, qui ne sont pas tous ni des sociologues, ni des économistes, ni des agronomes. Donc ils ont aussi des backgrounds très différents, ce qui a été quand même... ce qui est maintenant qu'on est dans la mise en œuvre de cette méthode qui pose certaines questions. Donc on a choisi 6 études de cas en fonction de critères de diversité. On voulait une palette diverse. Donc on a choisi à la fois des innovations radicales, mais aussi des innovations tout à fait incrémentales, comme un changement
variétale par exemple. Une taille très variable du consortium de recherche, ça peut être une entreprise privée ou un énorme consortium de plusieurs partenaires au niveau international, des durées très variables de programmes de recherche et des proximités très variables entre les chercheurs et les bénéficiaires finaux. Aussi des échelles très différentes d'adoption, donc des innovations comme l'agriculture intégrée en Italie. On a pris un thème sur l'agriculture intégrée pour les pommes, qui s'est complètement généralisé en 20 ans, et des secteurs agricoles très variés, donc production animale, production végétale. Donc on essaye d'avoir une méthodologie générique pour une grande diversité de cas. Par contre, on a fait un choix méthodologique important, que je dois préciser d'emblée, c'est qu'on a choisi le territoire comme échelle d'observation. Donc le territoire, ce n'est pas une unité non plus hyper fixée, mais on a dit qu'il faut une unité territoriale qui fasse du sens pour, en tant que variable clé d'une certaine adaptation des acteurs économiques et de la gestion des dimensions complexes du développement durable et de l'action des chercheurs. Donc développement durable de l'agriculture et l'action des chercheurs. Parce qu'on prend aussi comme hypothèse de base qu'il faut pouvoir observer comment les bénéficiaires entrent en contact avec la recherche. Et donc, on essaye de comprendre des processus, mais aussi des interactions entre des acteurs de différentes sphères, donc la sphère scientifique, les chercheurs, mais aussi la sphère économique, donc les filières et le marché, la sphère sociale, comment les acteurs bénéficiaires, acteurs du développement, acteurs d'une recherche qui peut être plus fondamentale, arrivent à socialement faire évoluer leur représentation, et la sphère politique qui peut aussi venir avec des incitations politiques et des outils d'incitation politique, des subventions, ou des programmes d'aide, de support divers, etc. Comme on veut regarder ces interactions parce qu'on pense que ces interactions sont des causes d'une certaine efficacité. Donc j'ai essayé de faire un schéma que j'ai présenté aussi aux chercheurs du consortium. Donc en fait, on essaye de regarder comment une pression sur un territoire, le nuage voulant dire le territoire, à partir d'une disposition de ressources naturelles dans ce territoire, de ressources financières en termes d'investissement dans la recherche, mais d'investissement aussi chez les acteurs, et de ressources sociales, vont interagir avec un projet de recherche. Un projet de recherche, c'est avant tout une intention de recherche sur un territoire, l'intention pouvant être portée par une seule personne parfois, des objectifs qui peuvent être déduits des intentions, qui se traduisent dans des activités et des outputs qui vont produire ce que j'ai appelé effet sur ce schéma, parce que là, il y a tout un vocabulaire entre l'outcome et l'impact, mais je pense que vous aurez bien le temps de le découvrir. Donc voilà, on essaye de voir dans notre programme Impresa comment ces pressions agissent sur des ressources au cours du temps, l'équilibre de ces ressources au cours du temps lié à une activité de recherche. Et donc, il y a deux manières principales d'évaluer. C'est la pertinence, c'est-à-dire de savoir si l'intention et l'objectif fait sens pour ce territoire-là par rapport à cette configuration de ressources. Et ensuite, il y a la relation entre l'investissement en recherche et l'effet qu'on peut mesurer du programme de recherche. Voilà, c'est à ces deux niveaux que, avec notre programme Impresa, dans sa partie étude de cas, on essaye de travailler. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous montrer comment on a fait. Donc, on a développé une méthode en 6 phases, enfin plutôt 7, que je ne vais pas forcément vous détailler maintenant sur le schéma en anglais, mais que je vais vous dérouler à travers le cas qu'on a suivi. Une première phase, c'est l'exploration du cas. Voilà, donc là, je vous présente brièvement le RIT Camargue. Donc, qu'est-ce que c'est l'exploration du cas? C'est déjà resituer le cas dans son environnement factuel, par exemple, en regardant tout simplement l'évolution des surfaces du RIT Camargue depuis 1942. Donc, c'est pour donner un temps long d'observation à ce qu'on va ensuite étudier en détail. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer le cas du riz de Camargue. En gros, il n'y avait pas de riz en Camargue jusqu'au moment où on a manqué d'aliments en France. Donc, on a fait un grand plan, le plan Marshall, qui a permis de faire un boom énorme sur la production du riz. On a tout protégé pour que le riz se sente bien en Camargue. Et puis ensuite, on a ouvert le marché du riz au niveau européen. C'était le marché unique.
Et là, boum, le riz s'est complètement senti très mal, donc plus de riz en Camargue. Et ensuite, on a relancé le riz en Camargue. Grâce à un grand plan de relance, on a même installé un centre de recherche en Camargue pour aider la filière du riz à se développer. Et puis, depuis les années 90 à peu près, le riz fait des hauts et des bas, mais se maintient à un niveau moyen. Il s'est stabilisé, on va dire. Actuellement, on n'est pas dans une phase très, très bonne pour le riz parce qu'on lui a retiré son subside européen. Donc tout le monde est très inquiet. Donc on a fait une IGP pour le riz de Camargue et on a commencé à faire du bio en pensant que le bio pourrait être une clé de la relance du riz en Camargue. Donc voilà comment on se positionne en survolant rapidement le cas. Donc on contextualise le cas. Et ensuite, c'est ce qu'on a demandé à nos équipes aussi, et ensuite on a demandé aux équipes de contextualiser les acteurs. Donc là, c'est une carte des acteurs que j'ai repris de Jean-Claude Mouret, qui positionne les acteurs, les différents acteurs. Bon, je ne vais pas non plus trop commenter, mais il y a les acteurs de la recherche, les riziculteurs eux-mêmes, et le territoire, l'exploitation, les parcelles en riz, le Centre français du riz, voilà les acteurs principaux de la recherche et du développement. Donc c'est un premier mapping des acteurs qui, pour notre méthodologie, est très important. Et ensuite, on a fait ce qu'on a appelé un chronogramme des projets de recherche. Et voilà, on est arrivé là, un chronogramme à gauche qui a... Vous pouvez rien lire, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire qu'on a caractérisé chaque programme de recherche qu'on a trouvé dans la documentation. Et on a défini ce carré qui est la frontière de ce qu'on va ensuite prendre pour évaluer les impacts. Donc on va dire, on ne va pas dans ce cas précis regarder les impacts que d'un seul programme de recherche. On a relié un certain nombre de programmes qui avaient des forts liens entre eux dans la chronologie. Et on va regarder l'ensemble de ces programmes et leur impact. Maintenant, on a fait aussi une espèce de carte des différentes étapes au dire des acteurs, et on a vu qu'eux identifiaient dans ces activités de recherche et les activités autres que la recherche, non seulement des activités, donc ce que j'ai mis en rouge recherche, mais aussi des choses qui viennent plus d'un changement social, de l'adoption dans quelques exploitations, des incitations politiques et incitations du marché. Donc une cartographie des causes que les acteurs identifient comme ayant conduit à un changement pour eux. Et le changement étant, dans le cas précis, l'adoption de l'agriculture biologique pour le riz. Ensuite, il y a un problème important, au début, dans cette phase d'exploration du cas, le plus difficile, c'est de délimiter le projet qu'on évalue, de remonter cette cause de causalité entre l'impact mesuré et le programme de recherche dont on veut mesurer l'impact. Ça dépend tout de la délimitation. Et donc, c'est difficile à faire cette délimitation. Donc, je vous ai proposé là une délimitation qu'on a faite, mais ça nous a pris du temps. Et ce qu'on a développé, c'est qu'on avait 4 paramètres de délimitation des cas. C'est les objectifs et les questions de recherche, ça reste central. Il faut qu'ils soient uniques par rapport à cette grappe de projet ou ce projet. Les objets de recherche en eux-mêmes, la durée et les acteurs eux-mêmes. Donc il faut qu'il y ait une unité à ces 4 niveaux pour arriver à dire, voilà, on est bon, disons, dans la délimitation. Et comme de la délimitation va dépendre les impacts qu'on va mesurer, c'est vraiment une phase très importante, quoi. Donc là, on a nos partenaires allemands au bout de 5 mois qui nous disent finalement on va changer de cas. Non, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à délimiter. C'est grave, quoi. C'est très... Voilà. Donc là, on est arrivé sur la délimitation maintenant de ce cas du riz. L'objectif de recherche commun qu'on a trouvé transversal dans ces programmes, c'est produire des connaissances utiles pour accompagner les riziculteurs dans la mise en œuvre d'une riziculture durable. Donc c'est même au-delà de bio, c'est durable, avec des objets de recherche qui restent évolutifs, mais qui sont concentrés sur l'étude du fonctionnement des systèmes de riziculture biologique, par la coproduction de systèmes durables. Coproduction, c'est bien une recherche participative et en action, en interaction avec les riziculteurs eux-mêmes. Et ensuite, même au tout départ, quand on configure le cas, on essaye de voir dans la littérature quels sont les impacts attendus ex ante du programme.
du point de vue d'un certain nombre d'acteurs qu'on essaye de faire parler. Donc ça peut être l'impact attendu par le chercheur. Que se passerait-il si la Camargue était convertie en agriculture biologique? Ça peut être celle de l'agriculteur, oui, mais quel impact sur mon revenu? De l'écologiste, y aura-t-il autant de niches écologiques pour les oiseaux? Ou du négociant en céréales, est-ce que mes silos seront pleins tous les ans? Donc en fait, c'est déjà pour montrer que l'impact attendu du programme dépasse le cadre de l'attente du chercheur sur son programme. C'est de montrer qu'au départ, on peut, dans la littérature et dans l'exploration du cas, en discutant avec un certain nombre d'acteurs, repérer des impacts de différents points de vue d'acteurs et qui ne sont pas forcément tous en lien direct avec le projet ou la grappe de projet qu'on cherche à identifier. Et maintenant, je vous dis, l'agriculteur sur ce schéma, c'est juste quel impact sur mon revenu, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y avait des ateliers auxquels Jean-Claude Mouret a participé ou a animé, qui faisaient état, du point de vue de l'agriculteur, déjà d'une série d'impacts attendus ou d'enjeux liés au programme de recherche qui était beaucoup plus large et qui complexifie ce qu'on entend par impact. Améliorer la filière de distribution, favoriser les circuits courts, parce qu'on va passer en bio. Valoriser l'ensemble des productions de la rotation. Donc on sera en riz bio, mais on aura du blé bio à vendre. Adapter les politiques publiques. Oui, le bio c'est bien, mais on veut des subventions. L'environnement. Développer de nouvelles pratiques culturelles. Une recherche agronomique qui réponde mieux aux questions des agriculteurs. Revaloriser le métier des agriculteurs. Favoriser les actions collectives et les rencontres entre les agriculteurs. Créer de nouvelles relations entre agriculteurs et consommateurs. Donc vous voyez que si on demande en début de programme, bon là il n'était pas tout à fait au début, mais il est au début d'un nouveau projet, dans la grappe de projet. Qu'est-ce que vous attendez de ma recherche? Ça part dans tous les sens. Bon, cette matière, au début, on va la collecter et on va et après, on essaye évidemment de pas, quand on fait l'analyse des impacts, on ne va pas repartir de tout ça, parce que ça va être beaucoup trop compliqué à faire. Et après, il faut qu'on série, qu'on trie. Donc après l'exploration du cas, tout s'est fait sur base documentaire et en discutant bien sûr tous les jours, nuit et jour, avec le chercheur porteur de cas, Monsieur Mouret, d'une patience évidemment illimitée et que je remercie évidemment énormément. On dessine un premier chemin d'impact. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc là pareil, je ne vais pas tout vous expliquer, on a mis des codes couleurs entre les acteurs, les outputs de la recherche, les activités et les impacts. Et les différentes strates et les interactions entre les strates. Mais je pense que dessiner un chemin d'impact, c'est aussi un petit peu notre conclusion après 5 mois et une panoplie de chercheurs à différents backgrounds. Je ne pense pas qu'on arrive du tout à harmoniser la présentation des chemins d'impact. Et beaucoup nous disent, on va faire un narratif des chemins d'impact et on ne va pas faire de schéma. Parce que c'est trop compliqué de faire le schéma. Et comme on voit que le schéma ne sert à rien pour la communication non plus avec les acteurs, on ne peut pas leur expliquer un schéma comme ça, ce n'est pas possible. Donc le schéma, il sert beaucoup au chercheur, c'est-à-dire qui fait l'évaluation, mais l'outil pratique du dessin, il est en fait très limité finalement, en interaction, etc. Mais on a décidé dans notre méthode de faire quand même une étape de premier chemin d'impact sur reconstruction documentaire. Le but étant de confronter ce chemin d'impact qu'on a reconstitué de manière intellectuelle avec l'avis des acteurs sur comment ça s'est vraiment passé et ensuite d'arriver à stabiliser quelque chose qui soit entre la reconstruction théorique et la réalité. Puisque la réalité, malheureusement, elle est difficile à vraiment cerner puisque chacun a sa propre perception de comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a apporté le changement. Donc, la troisième étape, c'est la révision du chemin d'impact. Et nous, on l'a choisi de la faire en interaction et en participation avec les bénéficiaires. Donc, on a fait 2 ateliers, mais je ne vous parle que d'un des ateliers là, pour vous donner une idée. Donc, on a fait un atelier avec 6 producteurs de riz, pas tous bio, 2 chercheurs de l'INRA, 2 observateurs et un modérateur. Et de quoi on a parlé dans cet atelier? On a parlé de ce qui bloque l'adoption et de ce qui favorise l'adoption. L'adoption dans la grappe de projet, c'était passer au bio, en gros. Donc, les facteurs qui limitent l'adoption de la riziculture biologique. Donc, on a identifié dans la littérature et en discutant avec un certain nombre d'acteurs en amont de l'atelier
qu'il y a des gens pour qui le premier facteur, c'est totalement psychologique, c'est la vision qu'ils ont. C'est de toutes les manières, le bio n'est pas la solution pour nourrir la planète, ni pour sauver la riziculture, et donc surtout pas la Camargue. Donc ils ont un problème d'adhésion à ce projet, d'adhésion de fond en fait. Donc on parle de ça avec eux pendant l'atelier, on leur dit est-ce que c'est vrai, est-ce que vous avez ce problème ou pas, comment vous le percevez? Et ensuite, une fois qu'on a fait le tour de la question, on passe aux autres barrières. Donc il y avait une barrière importante, qui est une barrière technique toute simple, la gestion des mauvaises herbes, le salissement des terres, la chute des rendements. Donc ça, c'est des questions beaucoup plus terre à terre sur lesquelles la recherche intervient. Mais on discute de ça avec eux. Les rotations, est-ce que ça nécessite plus de main-d'œuvre, est-ce qu'ils valident tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, et on récolte leur feedback. L'absence d'itinéraire technique type, voilà. Et après, il y a toute une autre catégorie de facteurs qui limitent l'adoption du changement, c'est les arguments économiques, il n'y a pas de débouché, le prix n'est pas bon, etc. Et finalement, donc, le problème de la rentabilité. Et enfin, en dernier, l'aspect plus environnemental, la qualité de l'eau. Voilà. J'ai le chronomètre. Donc après, on discute tout ça pour les amener à discuter justement aussi des impacts. Qu'est-ce qu'ils pensent des impacts et comment ils voient, eux, les impacts du passage au bio. Et là, ce n'est pas les impacts du programme de recherche, c'est les impacts beaucoup plus généraux de la question auquel s'adresse le programme de recherche. Donc après le premier atelier, on va identifier et réviser quelques points critiques et on va réviser le chemin d'impact, la carte des acteurs et le plan de recherche. Voilà le plan revu. Et après, on a essayé de passer de ce chemin d'impact revu à ce qu'on a appelé la matrice des causalités, qui en fait ne fait que d'expliquer le chemin d'impact, mais qui essaye de l'expliquer de manière objective. C'est assez difficile. Donc on essaye d'identifier tous les liens de causalité dans ce schéma et de les mettre dans un tableau qui décrit le lien, qui décrit l'acteur qui porte l'origine du lien, l'acteur qui est destinataire de ce lien, et quel est le mécanisme. Est-ce que l'acteur qui est destinataire a été confronté à un output du projet de recherche, ou bien est-ce que c'était tout à fait une autre cause, comme un changement dans une mesure politique, ou un changement dans la demande des acheteurs, et qui est à l'origine de ce mécanisme, en fait. Donc là, en l'occurrence, par exemple, l'INRA est à l'origine d'une typologie des agriculteurs. Et voilà, donc après on essaye de décrypter si cette typologie elle a changé quelque chose dans cette matrice. Et finalement on arrive à lister un draft d'indicateurs qu'on peut réunir dans 4 types, à la fois des indicateurs du changement en tant que tel, des effets attendus des progrès techniques initiés par la recherche, ce qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler le petit focus des indicateurs qui sont vraiment liés à l'action propre de la recherche dans ce cas-là. Après, tout un effet d'incitation combinée de la recherche, des incitations politiques et des incitations du marché, où là, c'est beaucoup plus difficile de revenir à des liens de causalité. Oui, c'est la recherche qui, et des effets qu'on pourrait appeler des effets totalement induits et qu'on sait même pas dont on ne sait même pas vraiment identifier les causalités. Donc, si je reprends ces 4 types d'indicateurs, dans le cas précis là, comme indicateur du changement, on a par exemple la surface cultivée en bio. Comme effet attendu des progrès techniques initiés par la recherche, on aura par exemple les rendements en bio. Par les effets des incitations combinées, on aura la marge brute hectare ou le revenu des agriculteurs. Et comme effet induit, on peut avoir une consommation d'eau, une qualité de l'eau, une consommation de carburant ou une population de canards, puisque c'est un indicateur écologique très important en Camargue. Voilà comment on arrive à lister des indicateurs d'impact, mais ce n'est pas un exercice facile, il faut être assez rigoureux. Et je dirais, notre but, ce n'est pas d'en avoir 150. Et là, ce que je vous donne, c'est vraiment ce qu'on essaierait d'avoir au maximum, c'est une dizaine d'indicateurs. Et c'est le plus difficile.
de se limiter sur les indicateurs qui font pertinence pour le cas. Parce que ce qui coûte cher, ce n'est pas d'identifier les indicateurs. Ce qui coûte cher, c'est de rassembler les données pour calculer les indicateurs. Et donc, il faut être à la fois pertinent sur le choix, mais très sélectif et réaliste quant aux données qu'on va pouvoir vraiment collecter. Donc après, on passe à la phase de collecte, de caractérisation et de calcul. Avec des collectes, alors on a des sources bibliographiques, des statistiques qui existent déjà, des mémoires antérieures d'étudiants ou des mémoires en cours. On fait des entretiens, dans notre cas on en a fait 19. Et nous on a fait 2 groupes de discussion, mais vous pouvez en faire beaucoup plus ou pas du tout. Et ensuite on va donc essayer de calculer ces indicateurs. Donc voilà, là pour l'instant en Camargue on a 32 producteurs qui sont passés en bio, 1370 hectares qui sont cultivés en bio, donc ça fait 9% des surfaces. Donc voilà, on essaye de faire des courbes d'évolution. Et je vous dis, on n'a pas tout fait parce qu'on est dans la phase de collecte et de valorisation de nos indicateurs. Et ensuite, pour les effets attendus des progrès techniques initiés par la recherche, là c'est pareil, on n'a pas encore récolté les données, mais voilà le type de données qu'on pourrait valoriser. Ça donne en bleu les rendements sur le riz conventionnel, en vert les rendements sur le riz en bio. C'est une année donnée sur un certain nombre de plots d'examen, enfin d'observation, pardon, avec en rouge les rendements bio, et en vert, malheureusement, ce sont les rendements des mauvaises herbes. Très intéressant. Donc, tout ce qui ne sert à rien. Voilà. Donc, ça, on pourrait le mesurer et en faire un indicateur, ou bien c'est plutôt ce qu'on va faire au cours du temps pour voir les effets techniques de la recherche sur ces différents lieux d'observation des rendements. Mais dans vos cas, vous n'avez peut-être pas non plus un monitoring des rendements qui soit performant. Donc il faut voir ce qui est facile, faisable, et voilà. Voilà, donc je rappelle aussi ce qu'on a fait dans notre projet, c'est de caractériser les réseaux d'acteurs. Parce que je l'ai dit au départ, une question centrale dans les études de cas, c'était à côté de la pertinence et de ces facteurs qui facilitent l'adoption de l'innovation, c'était de voir quel jeu jouent les acteurs dans l'efficacité, c'est-à-dire la relation entre les investissements en recherche et les effets de la recherche, donc ces critères en rouge. Et c'est de voir les interactions entre les chercheurs clés, bien sûr, au premier titre, les chercheurs. Et donc, on a fait des mesures, des liens entre les différents acteurs. Ça donne ces cartes un petit peu compliquées. Chaque variable est un acteur. En gros, sur ce schéma, la plupart des acteurs sont des acteurs agricoles, donc des agriculteurs. Et ce que j'ai identifié au centre du projet au départ en 1999, c'est à dire d'acteurs qu'on a interrogé sur la fréquence de leurs liens et l'intensité de leurs liens entre eux. Et donc, c'est clair qu'au début du programme en 1999, c'était l'INRA et le CIRAD qui étaient au cœur de ces liens, puisque c'est eux aussi qui avaient initié ces réflexions sur la riziculture biologique. Et après, on a réinterrogé les acteurs, on les a interrogés maintenant, mais de reconstruire maintenant, ex post, ce qui s'était passé au cours du temps. Et on voit qu'en 2003 apparaît un nouvel acteur qui s'appelle Biosud, qui, en 2015, devient complètement central dans le réseau. Et c'est intéressant de voir à quel point l'évolution de cette riziculture biologique s'est accompagnée de l'apparition de nouveaux acteurs, comme Biosud, qui est donc une petite interface technique entre le marché, la production et le technique. Donc ils ont des conseillers techniques pour accompagner les riziculteurs dans leurs choix techniques dans la riziculture biologique. Et Biocamargue, qui est le syndicat qui s'est créé avec le temps, le syndicat des riziculteurs en bio. Et donc ces deux acteurs prennent des positions vraiment centrales dans le réseau et peuvent contribuer à expliquer, autant que la recherche, l'évolution de l'adoption du changement. Donc voilà ce qu'on a rajouté comme analyse, y compris en mesurant et en interrogeant les acteurs. Donc voilà, je crois que je vais passer... Bon, ça c'était un petit... pour montrer comment on peut visualiser aussi les impacts de la recherche avec des polygones. C'est en gros un petit peu ce sur
ce vers quoi on va tendre pour la visualisation des résultats. Et ensuite, on en est là dans notre démarche, donc on n'a pas encore fini. Et donc, avant de passer aux questions, je voulais juste vous faire un petit slide de feedback après 5 mois de recherche et de mise en œuvre de notre méthode. La première chose, c'est que les relations de causalité donc qui aident à justement définir les indicateurs, elles sont difficiles. Ne sont pas faciles, pour ne pas vous décourager, mais elles sont difficiles à établir. Et les personnes ressources du cas, elles doivent être sollicitées plusieurs fois. Et il y a nécessité de croiser avec l'opinion d'autres acteurs. Donc, dans le cas précis du riz, tous les impacts ne sont pas positifs. Par exemple, il y a un indicateur, c'est la surface en riz, que vous voyez là clairement. Donc le polygone 100%, c'est la situation de référence avec 9,3% de la surface agricole en bio, donc c'est la surface actuelle. Et les scénarios, c'était les impacts attendus d'un passage à 20% ou même à 100% en bio. Et on voit que la surface en riz, c'est attendu un impact de réduction des surfaces en riz. C'est-à-dire si on passe la Camargue complètement en bio, voilà, un impact qu'on peut modéliser, c'est une réduction de la surface en riz qui va être donc peut-être perçue comme négativement par rapport aux objectifs même des acteurs quand ils entreprennent une conversion en bio. Donc comment on peut expliquer ça? Forcément, on ne lutte pas contre les mauvaises herbes de la même manière quand on est en bio et pas en bio. Et donc, dans la rotation, on ne peut pas forcément faire revenir le riz aussi souvent que si on peut lutter contre les mauvaises herbes avec les traitements chimiques. On est obligé, sur la parcelle, de faire d'autres cultures. Jean-Claude pourra plus facilement expliquer que moi. Mais donc, voilà. Donc, finalement, au total, on va réduire la surface en riz en Camargue si on passe au bio. Donc, tout ça pour vous dire que les impacts qu'on attend d'un projet, quand on les mesure à la fin, quand on les anticipe, ils peuvent être négatifs. Et du coup, voilà, c'est pas quelque chose forcément de facile à faire ressortir quand on est dans l'identification des effets. Parce que les impacts négatifs, les chercheurs qui sont avec leur intention de projet au départ, ils ont tendance à les oublier ou à pas les voir. Et donc, il faut croiser avec d'autres personnes ressources, y compris peut-être d'autres experts, etc., pour faire venir cette information qui est quand même très importante. Et l'autre chose, c'est qu'on se met dans une position qui peut être sensible, parce que l'innovation et le changement, c'est toujours des questions sensibles et qui portent à controverse. Bon, le bio, c'est un peu extrême. C'est sûr qu'on est dans une situation de tension entre les pour et les contre bio. Mais n'importe quel changement va quand même souvent, et là, on commence aussi à avoir avec nos autres études de cas des retours où les gens ne se sentent pas forcément à l'aise d'organiser des focus group, par exemple. Ils disent, mais qui j'invite? Est-ce que je les invite tous, même si je sais qu'ils vont se disputer? Ou est-ce que je fais 2 focus group? Voilà, on va plutôt vers la solution d'en faire 2 avec les gens qui ne sont pas d'accord dans 2 groupes différents, etc. Mais d'une manière générale, ces barrières à l'adoption, elles doivent être considérées comme l'expression de phénomènes totalement habituels et normaux. Et le chercheur qui procède à l'évaluation, il doit être conscient des mécanismes sociaux en jeu dans ces processus de changement et essayer de faire au mieux avec. Bon, voilà. J'étais un petit peu longue, j'ai fait 32 minutes, je crois. Merci. Voilà, donc merci Dominique qui nous a donné une idée de ce qui nous attend. C'est du défrichage, hein, donc je suppose qu'il y aura un certain nombre de questions. Là, on va privilégier pendant 15 minutes maximum, 10-15 minutes, des questions directes, aller-retour. On ne va pas prendre de liste de compréhension. Éventuellement, j'interviendrai si j'estime que la question peut être réservée pour le débat final à 17h. Une question là. Alors, qui c'est qui distribue? C'est bon. Merci. Oui, Dominique, c'est sur la mesure des impacts. À un moment, tu dis que pour mesurer les impacts, on va mobiliser des données biblio, statistiques, des mémoires.
Mais tu dis aussi qu'on va faire des entretiens et des groupes de discussion. Comment ça se passe dans les entretiens, les groupes de discussion? Qu'est-ce qu'on fait? On relève des indicateurs? On demande de mesurer? Et si on demande de mesurer, comment vous l'avez fait? Dans les entretiens, ce qu'on a demandé, c'était surtout la caractérisation de l'évolution de ce réseau d'acteurs et l'identification des facteurs qui limitaient l'adoption et de discuter ces facteurs. Maintenant, la mesure, comme par exemple l'évolution des surfaces, là, il faut des données autres que les données d'entretien. Maintenant, par exemple, sur les données économiques du revenu, il va falloir peut-être qu'on repasse une deuxième fois chez les producteurs pour mesurer, pour avoir des données statistiques sur leurs marges et leurs revenus. Donc ça dépend si les données sont déjà à disposition, bien si c'est un impact, si c'est un indicateur important et que les données n'existent pas ou ne sont pas spécifiées. On a peut-être des données statistiques sur les revenus de tous les agriculteurs, mais pas ceux en bio. Et donc tu es obligé quand même de redemander la spécification, la désagrégation. Oui, c'est un petit peu lourd. C'est pour ça qu'il faut réduire le nombre d'indicateurs le plus possible. Merci. Alors d'abord, c'était toi? Si tu me le donnes, mais je ne veux pas. D'abord Bernard Triomphe, après Henri Ogdet. C'est ça l'intérêt de lever le doigt le dernier. Dominique, tu dis que le cas Camargue, c'est un cas, alors j'ai pas compris si modèle ou pilote. Pilote. Et ce que j'aimerais que tu expliques, c'est qu'est-ce que vous espérez comme changement de passer de cette échelle d'un cas à plein d'autres cas? Vous allez changer la méthodologie, vous allez ou bien demander à tout le monde de suivre ce que vous avez fait. Oui. Et aussi tu dis que oui. Et aussi tu dis que par exemple, je sais pas, c'est des Allemands, ils vont redéfinir leur cas. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir tout le monde sur la même ligne avec la même méthodologie au départ et de continuer jusqu'à l'arrivée comme ça? C'est ça vers où je vais ma question. Oui, c'est une bonne question. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que au-delà de la méthode, donc en fait le but c'est quand même d'avoir une méthode qui soit relativement bien la même pour tous, pour qu'on puisse le plus faire des comparaisons. Mais on a demandé à chacun de faire un plan de recherche spécifique à son cas. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte quand même que la démarche... Mais en gros, la démarche, on a quand même demandé que ce soit la même pour tout le monde. Configurer, enfin voilà, bien donner la description a priori du cas avec la documentation existante. Ça, ils ont déjà fait. Ensuite, faire un premier chemin d'impact. Ça, déjà, ils n'ont pas tous fait parce qu'ils n'arrivent pas tous à passer au dessin. Donc, ils vont nous faire des narratifs. Donc, on espère qu'à partir des narratifs, on va réussir à reconstruire des schémas, mais ce n'est pas sûr. Et ensuite, quand même, on leur demande d'avoir des moments participatifs avec les acteurs, c'est sûr. Mais comment ils le font, quand et avec quel déroulé d'atelier, c'est là que ça devient très flexible. Et c'est là qu'au lieu d'un atelier où on a toutes les parties prenantes, nous, on avait l'idée d'avoir les parties prenantes contradictoires pour discuter le chemin d'impact reconstruit par le chercheur. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas faisable dans tous les cas. Et donc, on est en train de dire, voilà, vous pourrez faire 2, voire 3 ateliers. Ensuite, on a les problèmes d'échelle qui sont très importants parce qu'au UK, par exemple, en Angleterre, là, en Grande-Bretagne, ils ont choisi un projet qui concerne le changement de l'amélioration d'une race de vache. Et du coup, c'est directement à l'échelle du pays. Donc, même s'ils vont focaliser sur un territoire, ils veulent quand même aussi avoir le niveau pays. Donc, ils vont faire des ateliers à la fois dans un territoire, mais ils vont aussi faire des ateliers dans d'autres territoires et des ateliers avec des parties prenantes au niveau national. Donc, on est obligé d'adapter. C'est pour ça qu'on a demandé le plan de recherche à chacun. Quelles sont les hypothèses et les questions de recherche de ce cas? Et ça, c'est revenir sur les points critiques du cas que nous, on essaye de leur demander à partir de la phase de configuration et d'exploration initiale. Quand ils ont complètement contextualisé leur cas, de voir quels sont les points vraiment critiques du cas. Les points critiques du cas, c'est ce qui ferait que la recherche arrive très bien à l'impact ou au contraire, elle est très freinée à l'impact. Donc si je résume, par rapport aux points critiques du cas de ce qu'on a identifié là sur le riz, c'est après l'atelier, on a
redéfini un petit peu les points critiques de ce cas. Dans ce cas, c'est un point qui a été mentionné comme un obstacle important pour l'impact de la recherche, c'est le conseil technique qui est organisé autour des ventes d'intrants, qui est désaffecté par des agents consulaires dont ça serait le travail, alors même que la région est une zone de protection de la nature, faune et flore. Donc on a des conseillers qui sont là pour faire l'interface recherche-agriculteur, mais comme eux vendent des intrants, ils ne s'intéressent pas à la bio en gros. Donc en fait, les bio n'ont pas de conseillers, donc ils n'ont pas d'interface avec la recherche. Donc ça a été un point critique du cas. Il manque d'une plateforme neutre pour échanger les connaissances entre paysans bio et non bio. Parce que maintenant, on est clivés, on a nos bio d'un côté, puis nos non bio de l'autre, alors que les problèmes du riz restent quand même les problèmes du riz, et qu'on perd de l'énergie. Donc ça a été identifié aussi comme quelque chose qui peut freiner l'efficacité de ce que peut produire la recherche d'une manière générale. Et pas de continuité dans les programmes de recherche participative. Donc il y a eu des programmes de recherche participative initiés par Jean-Claude et son équipe, et finalement après 2-3 ans, plus de programmes. Et du coup les paysans l'ont dit, ah ben nous ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah ben oui, mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de programme. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être identifiées par les bénéficiaires eux-mêmes comme des obstacles et des freins à utiliser bien les résultats de ce qui se produit au niveau de la recherche. Donc voilà, les points critiques, ça peut faire des questions de recherche spécifiques au cas qu'on va ensuite décliner. Marie-Hélène? Oui, moi j'ai 2 questions. La première, elle porte sur les frontières, la délimitation du cas étudié. Donc tu as parlé d'un chronogramme avec différents projets de recherche, et on a bien vu que certains étaient retenus, d'autres pas. Et donc ma question c'est comment vous faites ce choix? Alors, tu as parlé de plusieurs aspects, objets, questions de recherche, durée, acteurs. J'ai pas bien compris, durée et acteurs. Comment vous faites cette sélection? Là, a priori, il y a 6 ou 7 projets qui sont retenus et 2 qui sont en dehors de l'objet qui sera évalué. Donc ça, c'est ma première question. Comment se fait ce tri? Et puis après, tu as dit aussi il faut repérer les impacts du point de vue des acteurs en donnant un exemple de point de vue de paysans. Et on a vu qu'ils avaient des impacts attendus qui étaient très, très diversifiés. Comment, là aussi, se fait cette sélection? Comment en série? Comment, tu as parlé de série country. Comment ça marche? Comment vous avez procédé? Bon, alors la première question, la délimitation, c'est vrai que c'est compliqué, puisque après, ça va délimiter aussi les impacts dont on va parler, parce qu'on va remonter sur ces causes, sur les causalités liées à la recherche. Donc là, en fait, on a pris un graphe de projet qui était entre 2000 et 2011, et les 2 qu'on n'a pas pris en bas, c'est qu'ils sont trop récents, mais en fait, ces projets, ils ont relié un certain nombre de personnes clés au niveau de la recherche, qui formait un noyau, on peut dire. Un noyau de chercheurs un petit peu variables, mais dont les intentions de recherche, on peut dire, sur le territoire, n'ont pas beaucoup varié entre 2000 et 2011. Donc les intentions et l'objectif, on pouvait les regrouper dans un chapeau qui faisait du sens. Et d'un autre côté, on a l'énorme chance en Camargue d'avoir un territoire dont l'identité est très marquée. On a un tout petit noyau d'acteurs, donc c'est vraiment... Je veux dire, pour la Camargue, c'est pas compliqué à délimiter, vraiment pas. C'est beaucoup plus compliqué si tu parles du biogaz, par exemple, en Italie. Tout à coup, là, les chercheurs sont en Allemagne, donc on ne fait que de traiter de spillover d'une autre recherche. Et elle s'approprie par des agents de développement locaux qu'il faut bien identifier, et c'est diffus sur l'ensemble du territoire italien, et toi tu es dans ta région de Toscane. Et là ça devient beaucoup plus compliqué à délimiter. Donc peut-être que j'ai été vite malheureusement sur la délimitation, parce que je crois que c'était plus de parler des impacts, mais c'est vrai que les 2 sont tellement liés que je pense qu'il faut passer beaucoup de temps. Maintenant, les Allemands, ils ont changé de sujet parce qu'ils se sont aperçus au bout de 5 mois que le podomètre, parce qu'ils s'intéressent à un podomètre pour les vaches, ils aimeraient bien avoir des chercheurs en Allemagne qui ont inventé le podomètre. Mais ces chercheurs en Allemagne n'en sont qu'à tester le prototype et ne sont pas encore au contact des éleveurs. Et tout ce qu'ils avaient lu sur l'usage du podomètre, c'était un podomètre inventé il y a 10 ans par un consortium de chercheurs israéliens, anglais et néerlandais.
Et donc finalement, ils se sont dit, bah, c'est bien ce podomètre, ça change beaucoup de choses dans la surveillance du troupeau, c'est vraiment intéressant, mais nos chercheurs, ils ne voulaient pas, parce qu'on voulait une diversité de cas, de nouveau étudier un cas de spillover. Donc on avait déjà le biogaz en Italie, du coup on a dit, on change de cas. Donc, mais vous ne serez pas dans ce cas-là, parce que vous êtes tous porteurs de vos cas. Donc, il reste 3-4 minutes. On prend la dernière question, Sophia Tazi. Oui, bonjour. Où ça? Oui. Ici, là, il y avait un, voilà, c'est un petit schéma qui a fait un thésard, qui a fait sa thèse là-dessus, sur les impacts ex ante et le différent positionnement des gens, et on voit bien leur différence de préoccupation aussi quand on parle des impacts. Et après, tous ces ateliers qui avaient eu lieu entre les riziculteurs eux-mêmes en disant qu'est-ce qu'on peut imaginer d'impact de ce programme de recherche sur le développement de la riziculture biologique. Et après, vous avez vu que nous, on a énormément réduit à une dizaine d'indicateurs. Eh bien, comment on a fait voilà, secret. Non, mais il n'y a pas vraiment, malheureusement... oui, ça sédimente, je dirais. Ça sédimente surtout, je pense, avec les discussions qu'on peut avoir et les ateliers qu'on a eus. Je pense que les ateliers permettent d'aller à l'essence du problème. Et je dirais que ce qui nous intéresse avant tout, c'est quand même ce qui empêche... Enfin, quand vous voyez les impacts là qu'on a retenus pour la recherche agronomique, c'est par rapport à cette discussion aussi qu'on essaye de revoir vraiment les éléments techniques et économiques qui sont hyper... qui reviennent tout le temps dans la discussion, qui sont partagés par les gens. Donc en fait, quand on dit effet attendu des progrès techniques initiés par la recherche, ben, c'est en recentrant sur la mission de la recherche dans ce territoire par rapport à cette culture. Et ben, c'est vraiment cette concurrence avec les mauvaises herbes, et vraiment c'est sur le rendement. Et quand tu discutes avec les gens dans un atelier, ben, c'est quand même ce qui va ressortir le plus, même s'ils ont parlé dans un autre atelier de favoriser les rencontres consommateurs et la vente directe. En fait, en fin de compte, ce qui est vraiment attendu de la recherche agronomique, ça ne va pas être ça, tu vois. Donc, dernière question. Parce que les réponses sont longues, c'est normal. Bon, je vais faire très Elle avait levé la main en premier, elle mérite sa question. C'est pas grave. Sophia Lamy du CIRAD. Voilà, donc en fait, moi je reviens sur deux questions que vous avez soulevées comme étant centrales, et je les avais identifiées effectivement comme étant moi-même fondamentales. Vous avez parlé de la pertinence des objectifs. Qui dit impact dit responsabilité. Effectivement, vous venez de le dire à l'instant, de la recherche qui intervient sur un territoire. Vous avez dit, est-ce que l'objectif fait sens par rapport aux acteurs sur un territoire, par rapport au territoire? Et j'avais une question, alors du coup, mes deux questions, ou peut-être en partie qui sont plus des observations, relèvent peut-être moins de la dimension mesure que de la question que se posent beaucoup de chercheurs sur les questions de montage de leur projet par rapport à des impacts escomptés et de suivi pendant le processus de ce projet, parce qu'effectivement, pendant le processus, sur plusieurs années, il se passe beaucoup de choses. Et du coup, vous avez parlé d'effets induits et même d'impact négatif, éventuellement. Moi, la question que je pose, elle n'est peut-être pas très pertinente sur les questions de mesure ex post, mais quand même, elle me semble importante. C'est dans quelle mesure est-ce que ces objectifs escomptés sont discutés avec les acteurs concernés sur un territoire, en amont, comment tout ça s'est validé, comment tout ça s'est partagé. Voilà, ça me semble important. Et le deuxième point, c'est la question effectivement très importante que vous avez identifiée comme clé de l'interaction entre les acteurs sur un territoire, qui fait qu'on peut aboutir à un impact ou carrément à un effet inverse. Et vous avez parlé de proximité avec les utilisateurs finaux. Et moi, j'attirais l'attention sur le fait que ça ne suffit pas. Il n'y a pas que les utilisateurs finaux et la recherche. D'abord, au sein de la recherche, il y a plusieurs volets. On est de plus en plus face à des questions d'interdisciplinarité, où plusieurs disciplines doivent apporter leur contribution, etc. Et comment? C'est déjà très compliqué, entre les différents volets d'une recherche d'intervenir. Et ensuite, il y a tous les acteurs intermédiaires sur un territoire, qui fait que, comme vous avez dit vous-même, on fait un mapping des acteurs. Et vous avez très bien, là j'ai une question à vous poser, vous avez identifié les acteurs absents en disant que l'absence d'une plateforme, d'une organisation, etc., peut être à l'origine d'un problème d'impact négatif ou d'absence d'impact ou finalement d'un raté.
Comment vous faites pour identifier, quand vous faites un mapping, vous partez quand même de l'existant, et du coup, comment on appréhende ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas identifié comme acteur? Merci. Moi, je dirais que là, vous partez presque des conclusions auxquelles on pourrait arriver. Donc, en fait, le niveau que vous abordez, il est, de mon point de vue, dans la consolidation des 6 études de cas qu'on est en train de faire, quand on voudra tirer des conclusions plus générales. Et c'est là qu'on pourrait éventuellement, je ne sais pas ce qu'on va déduire concrètement, mais qu'on pourrait adresser ces 2 questions. C'est-à-dire à la fois celle du niveau de qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on peut être plus ou moins sûr de la pertinence, et qu'est-ce qu'on fait qu'à la fin, on peut avoir mesuré ces effets d'interaction entre les acteurs. Mais ça, à mon avis, on peut le faire que quand on a une collection assez diverse d'études de cas qui permettent de tirer ce genre de conclusions. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est un peu des intuitions. On a un petit peu nos propres expériences et nos propres intuitions qui fait que ça va marcher ou ça va pas marcher. Donc on a tous l'intuition de dire, plus on va discuter avec les bénéficiaires avant de démarrer le programme, on sera dans la pertinence. Parce que ça sera partagé par les acteurs, on aura bien perçu leurs problèmes, donc on va adresser leurs problèmes et on va leur apporter les solutions dont ils ont besoin. Voilà, c'est intuitif. Maintenant, voilà, est-ce que ça se vérifie au niveau des études de cas et ensuite, les mécanismes d'interaction et le rôle de ces plateformes, là, c'est clair, quand on a fait l'analyse du jeu d'acteurs avec cette méthode SNA, on a vu apparaître ces acteurs et surtout, parce qu'on le sait que ces acteurs sont apparus, on voit le rôle central que prennent ces acteurs. C'est ça qui est plus intéressant, c'est de voir le rôle central. Donc, voilà, ça nous porte à croire qu'effectivement, il y avait besoin pour que l'adoption trouve sa maturité, qu'elle s'enclenche bien, il y avait besoin d'acteurs d'intermédiation entre la recherche et les agriculteurs. Chaque cas est différent, donc ces plateformes d'intermédiation, voilà, dans ce cas-là, ça a été Biosud et Biocamargue, et dans d'autres cas, ça sera d'autres acteurs qui prendront cette fonction, et peut-être que dans certains cas, il n'y a aucun acteur qui prend un rôle d'intermédiation, et c'est quand même très efficace. Donc, moi, je ne sais pas répondre à vos... Et je dirais que ce que vous dites, c'est plutôt de l'intuition, pour l'instant, au stade où on en est, que vraiment des choses établies par des résultats de recherche. Bon, on va peut-être passer... merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Et puis, donc, on va passer à la seconde présentation. Et malheureusement, je dois vous quitter parce que je donne un cours demain. Oui. Mais je vous remercie beaucoup. Merci.